Junior a humilié sa femme enceinte de 8 mois devant tout le quartier. Il a rejeté son fils en public. Il a ri. Ses amis ont ri avec lui. Et Diana est partie sans dire un mot. 25 ans après, ce fils qu'il avait refusé est devenu multimillionnaire. Et le jour où Junior a voulu le rencontrer, ce fils lui a dit quelque chose que vous n'oublierez jamais. Restez jusqu'à la fin. Avant de continuer, dites-moi d'où vous me regardez en ce moment. Mettez votre ville ou votre pays dans les commentaires, je lis absolument tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que chaque semaine, je vous apporte des histoires comme celle-ci qui vont vous toucher au plus profond. Appuyez sur le bouton abonner, activez la cloche, et aimez cette vidéo. Cela ne vous coûte rien mais cela m'aide énormément. Maintenant, installez-vous confortablement. Parce que cette histoire commence. Diana avait 26 ans quand elle a rencontré Junior. Elle était belle d'une beauté tranquille, le genre de femme qui n'a pas besoin de crier pour être remarquée. Elle travaillait dans un petit salon de coiffure dans le quartier de Surulré, levait tôt le matin, rentrait tard le soir, et envoyait chaque mois une partie de son salaire à sa mère restée au village. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait quelque chose que beaucoup de femmes ont perdu dans cette ville, sa dignité. Junior, lui, était le genre d'homme que les quartiers de Lagos fabriquent à la chaîne. Beau parleur, bien habillé, toujours avec un grand sourire et une promesse plein la bouche. Il travaillait dans une petite agence de transport, conduisait un minibus entre l'île Victoria et le continent, et vivait dans un appartement qu'il partageait avec 2 autres gars. Mais il savait parler. Il savait exactement quoi dire pour faire fondre une femme. Et le soir où il a croisé Diana à l'arrêt de bus de Ojulegba, il lui a dit exactement les mots qu'elle avait besoin d'entendre. Ils ont commencé à se fréquenter. Au début, c'était doux. Il passait la chercher après le travail, il lui achetait du jus de pastèque et des beignets dans la rue, il l'appelait son soleil, sa reine, sa vie entière. Diana, qui n'avait jamais vraiment connu l'amour d'un homme, a cru chaque mot. Elle a ouvert son cœur complètement, sans se protéger, sans se méfier. Et quand il lui a proposé de vivre ensemble dans un petit appartement à Muchin, elle a dit oui sans hésiter. Les premiers mois ont été heureux. Pas le bonheur des riches, non. Mais le bonheur simple de 2 personnes qui partagent un repas chaud le soir, qui rient de petites choses, qui s'endorment côte à côte. Diana cuisinait, gardait l'appartement propre, continuait de travailler au salon et donnait la moitié de ce qu'elle gagnait à la maison. Junior payait le loyer, pas toujours à temps, mais il payait. Et puis le masque a commencé à tomber. Les absences le soir sont devenues plus fréquentes. Les mensonges aussi. Junior rentrait tard avec une haleine qui sentait la bière, parfois il ne rentrait pas du tout. Quand Diana posait des questions, il se mettait à crier. Quand elle pleurait, il disait qu'elle était trop sensible. Quand elle suppliait, il disait qu'elle étouffait. Les voisins entendaient les disputes. La vieille dame du rez-de-chaussée, Mama Chison, avait dit à Diana une fois en lui tapotant l'épaule dans l'escalier, « Ma fille, un homme qui te fait pleurer plus qu'il ne te fait sourire n'est pas fait pour toi. » Diana avait souri poliment et n'avait rien dit. Elle aimait Junior. Elle croyait encore qu'il allait changer. C'est dans cette période difficile qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle avait acheté le test en cachette, un matin avant d'aller au travail. Elle l'avait fait dans les toilettes du salon. Quand elle a vu les 2 traits roses, elle a mis sa main devant sa bouche et elle a pleuré. Pas de tristesse. D'une émotion mélangée, complexe, faite à la fois de peur et d'une joie timide qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Un enfant. Il y avait un enfant qui grandissait en elle. Elle a attendu le bon moment pour le dire à Junior. Elle a préparé son plat préféré, du riz jollof avec du poulet grillé et des plantains frits. Elle a mis une nappe propre sur la table. Elle s'était coiffée soigneusement. Et quand il est rentré ce soir-là, elle lui a pris les mains et elle lui a dit doucement, « Junior, je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Il y a eu un silence. Puis Junior a retiré ses mains des siennes. Il a regardé son assiette. Il a regardé le mur. Puis il a regardé elle, avec des yeux que Diana n'avait jamais vus sur son visage. Des yeux froids. Des yeux qui ne reconnaissaient plus rien. Il a dit, « Comment tu sais que c'est de moi ?» Ces 7 mots ont suffi à briser quelque chose en Diana qui ne s'est jamais vraiment recollée. Elle a essayé d'expliquer, de rassurer, de convaincre. Il est parti dans la chambre et a claqué la porte. Le lendemain matin, il est sorti sans lui parler. Le soir, il n'est pas rentré. Et les jours suivants ont été les plus difficiles de la vie de Diana. Junior ne répondait plus à ses messages. Quand il rentrait, il dormait sur le canapé. Quand elle lui parlait, il répondait par des silences ou des grognements.
Elle a essayé tout ce qu'une femme peut essayer. La tendresse. Les larmes. Les explications. Les prières murmurées la nuit quand il dormait. Rien. Diana avait maintenant 5 mois de grossesse. Son ventre commençait à se voir. Et Junior s'était mis à l'ignorer comme si elle n'existait pas. Et puis vint ce jour de novembre. Ce jour que Diana n'oubliera jamais jusqu'à sa mort. C'était un samedi. Le quartier était vivant comme il l'est toujours le week-end. Les femmes lavaient devant les cours, les enfants jouaient dans la rue, les vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, les voisins bavardaient sous les arbres. C'était l'heure où tout le monde est dehors, où rien n'est privé, où les murs n'ont pas de secret. Junior était sorti discuter avec ses amis devant l'immeuble. Diana est descendue pour lui parler. Elle avait 8 mois de grossesse. Elle marchait lentement, une main sur son ventre, l'autre sur la rambarde. Elle voulait juste lui parler. Lui demander s'il avait réfléchi. Lui dire que le bébé allait arriver bientôt et qu'ils devaient se préparer ensemble. Elle s'est approchée de lui. Devant tout le monde. Et là, Junior a fait quelque chose qu'aucun homme digne de ce nom n'aurait fait. Il a pris sa voix la plus forte, cette voix qu'on prend quand on veut qu'on vous entende jusqu'au bout de la rue, et il a dit, « Va te promener avec ton ventre. Cet enfant n'est pas le mien. Je ne veux rien avoir à faire avec toi ni avec ce que tu portes. » Un silence est tombé sur le quartier. Les femmes qui l'avaient ont arrêté de frotter. Les hommes qui parlaient ont arrêté de parler. Les enfants ont senti quelque chose dans l'air et ont arrêté de courir. Tout le monde regardait. Tout le monde écoutait. Diana s'est figée. Son ventre de 8 mois entre elle et lui. Ses yeux sont devenus humides. Elle a dit, d'une voix si petite qu'on l'entendait à peine, « Junior, s'il te plaît. C'est ton fils. Je t'en supplie. » Il a ricané. Devant tout le monde, il a ricané. Et il a dit, « Ton fils. Va lui trouver un père quelque part. » Ses amis ont rigolé. Certains voisins ont détourné le regard de honte. D'autres regardaient avec pitié. Mama Chison, depuis sa fenêtre, avait les yeux qui brillaient de colère. Et Diana, enceinte de 8 mois, humiliée devant tout son quartier, s'est retournée et est remontée dans l'appartement sans dire un mot de plus. Ce soir-là, elle a fait ses bagages. Pas beaucoup de choses. 2 sacs. Ses vêtements, ses documents, la petite photo de sa mère qu'elle gardait toujours près d'elle, et l'argent qu'elle avait mis de côté en secret depuis des mois, un peu chaque semaine, dans une enveloppe cachée sous la semelle de ses vieilles chaussures. 500 000 Naira. Pas beaucoup. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle est partie sans claquer la porte. Parce que Diana n'était pas ce genre de femme. Elle est allée chez une amie d'enfance qui habitait à Yaba, une femme qui s'appelait Ngozi et qui était couturière. Ngozi l'a accueillie sans poser trop de questions, lui a fait une place dans sa chambre, lui a donné à manger et lui a dit « Tu es chez toi ici ». 3 semaines plus tard, Diana a accouché. Un garçon. Elle l'a appelé Chris. Elle l'a regardé dans ses bras à la maternité, ce tout petit être avec ses poings serrés et ses yeux fermés, et elle lui a parlé à voix basse comme si le reste du monde n'existait plus. Elle lui a dit « Personne ne t'a voulu avant de te connaître. Mais moi, je te veux. Et je vais te donner tout ce que je n'ai pas eu. Tu vas être quelqu'un, mon fils. Tu vas être quelqu'un de grand. » Et c'est là que la vraie histoire commence. Parce que les premiers mois après l'accouchement ont été d'une dureté que seules les femmes seules avec un nouveau-né peuvent vraiment comprendre. Diana n'avait plus de travail. Elle avait quitté le salon avant d'accoucher parce qu'elle ne pouvait plus rester debout des heures entières. Elle n'avait pas de famille à Lagos. Elle vivait dans la chambre de Ngozi avec un bébé qui pleurait la nuit, qui avait besoin de lait, de couches, de médicaments quand il était fiévreux. Elle a commencé à tresser les cheveux à domicile. Elle prenait Chris avec elle, l'installait dans un panier à côté d'elle pendant qu'elle travaillait. Elle gagnait peu. Parfois pas assez pour manger correctement le soir. Mais elle ne s'est jamais plainte. Pas devant son fils. Jamais. Quand Chris a eu 1 an, elle a loué une petite chambre pour eux deux dans une maison partagée à Bariga. Une chambre minuscule avec un seul lit, un réchaud à gaz, et une fenêtre qui donnait sur un mur. C'était à elle. C'était chez elle. Elle s'est remise à travailler au salon, cette fois comme gérante car la patronne avait remarqué son sérieux et lui faisait confiance. Elle gagnait mieux. Elle économisait encore. Elle a inscrit Chris dans une crèche d'abord, puis dans une école primaire privée parce qu'elle avait vu les classes surchargées de l'école publique et elle avait décidé que son fils ne serait pas un numéro parmi 100 autres. Chaque Naira supplémentaire qu'elle gagnait allait dans un cahier qu'elle appelait le cahier de Chris. Elle notait tout. Les frais de scolarité payés, les livres achetés, les économies mises de côté pour l'année suivante.
Elle ne s'achetait rien de superflu. Pas de nouveau téléphone. Pas de nouvelles chaussures. Pas de sortie. Sa seule luxe était les livres qu'elle rapportait à Chris le vendredi soir, un livre par semaine, qu'ils lisaient ensemble le week-end. Et c'est là, dans ses lectures du vendredi soir, que Chris a commencé à devenir Chris. Il grandissait vite. Trop vite, comme si quelque chose en lui savait que le temps avait de la valeur. À l'école, ses maîtresses appelaient souvent Diana pour lui dire des choses qu'elle n'était pas sûre de mériter. Votre fils comprend plus vite que tout le monde. Votre fils n'oublie jamais ce qu'on lui explique une fois. Votre fils pose des questions que même moi j'ai du mal à répondre. Et Diana rentrait à pied pour économiser le prix du transport et elle souriait toute seule dans la rue comme une femme qui porte un secret magnifique. Mais il y avait une nuit dans l'histoire de Chris. Une nuit précise que lui seul se rappelle vraiment. Il avait 7 ans. C'était un jeudi soir. Le courant était tombé comme souvent dans ce quartier de Barriga, et Diana cousait un vêtement à la lumière d'une petite lampe de poche posée entre ses genoux. Elle cousait pour une cliente, parce qu'elle avait appris à coudre un peu avec Ngozi, et chaque travail supplémentaire était quelques néras en plus dans le cahier de Chris. Elle ne savait pas que son fils ne dormait pas. Elle ne savait pas qu'il l'observait depuis le lit dans le noir, les yeux grands ouverts. Chris la regardait. Il regardait ses mains qui se déplaçaient sur le tissu. Il regardait ses épaules courbées. Il regardait ses pieds nus sur le sol de ciment. Et puis il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Dans la lumière tremblante de la lampe de poche, il a vu une larme tomber sur le tissu. Une seule. Diana ne pleurait pas à voix haute. Elle ne pleurait pas avec le corps. Elle pleurait juste avec les yeux, silencieusement, comme quelqu'un qui a pris l'habitude de souffrir sans déranger personne. Chris a serré les poings sous le drap. Son cœur à 7 ans a pris une décision que les mots ne peuvent pas vraiment expliquer. Une décision silencieuse et totale. Il a dit dans sa tête, sans bouger, sans faire de bruit, « Je vais tout changer. Je ne sais pas encore comment. Mais je vais tout changer. » Il a fermé les yeux. Il ne l'a jamais dit à sa mère. Mais il ne l'a jamais oublié non plus. Le lendemain matin, il s'était levé avant elle. Il avait préparé le thé. Il avait mis la tasse sur la table. Et quand Diana était sortie de la chambre les yeux encore gonflés de fatigue, elle avait trouvé son fils debout avec un sourire qui ne ressemblait pas à un sourire d'enfant de 7 ans. Elle avait demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Chris avait dit simplement « Rien maman. Je t'aime c'est tout. » Elle avait ri. Et ce rire dans ce tout petit appartement de Barriga ce matin-là, c'était le son le plus beau que Chris avait jamais entendu. Il avait décidé de passer sa vie entière à provoquer ce son. Les années du secondaire ont confirmé tout ce qu'il portait en lui. Chris était toujours premier de sa classe. Pas le genre premier par chance ou par travail acharné seul. Mais le genre premier parce qu'il avait quelque chose en plus. Un enseignant au lycée avait dit à Diana lors d'une réunion de parents, « Madame, je fais ce métier depuis 20 ans. J'ai eu beaucoup d'élèves brillants. Mais votre fils, il a quelque chose que je ne vois pas souvent. Il ne faut pas laisser passer ça. » Diana n'avait pas laissé passer ça. Elle avait travaillé encore plus dur pour lui payer des cours supplémentaires en mathématiques et en sciences. Elle avait vendu les 2 bracelets en or que sa mère lui avait donnés lors de son départ du village, les seules choses de valeur qu'elle avait gardées pendant toutes ces années, pour payer les frais de concours et d'inscription à l'université. Le jour où Chris a eu ses résultats du baccalauréat, mention la plus élevée de son établissement, Diana était au travail. C'est un appel de son fils qui l'avait prévenu. Sa voix tremblait dans le téléphone. Elle était sortie dans la rue. Elle avait levé les yeux au ciel. Et elle avait dit merci à voix haute, debout sur le trottoir de Lagos, sans se soucier des gens qui passaient. À l'université de Lagos où il a été admis en informatique et en gestion d'entreprise, Chris a continué à briller. Mais ce qui distinguait Chris des autres étudiants brillants, c'était sa façon de voir les problèmes. Là où les autres attendaient qu'on leur propose un emploi, lui réfléchissait déjà à comment créer le sien. Il pensait souvent aux marchandes du quartier de Barriga où il avait grandi. Ces femmes qui vendaient du tissu, des légumes, des produits de beauté depuis des années, et qui perdaient chaque semaine de l'argent parce qu'elles ne pouvaient pas suivre leurs chiffres. Sa mère avait été l'une d'elles, en quelque sorte. Et Chris avait grandi entre ces femmes courageuses et invisibles. Il savait ce dont elle avait besoin. En 2e année d'université, il a développé avec 2 amis une application qui permettait aux petits commerçants de gérer leurs ventes, leurs stocks et leurs dettes depuis leur simple téléphone. Sans formation longue. Sans avoir besoin de savoir lire parfaitement. Une application conçue pour les gens du bas, par quelqu'un qui venait du bas. Le bouche à oreille a fait le reste. En 6 mois, 10 000 utilisateurs. En 1 an,
50 000 dans 3 villes. Des investisseurs ont commencé à frapper à la porte. La société s'est appelée Luminatech. Et en l'espace de 5 ans après l'université, Luminatech était dans toute l'Afrique de l'Ouest, avec des centaines d'employés et des milliers de petits commerçants qui vivaient mieux grâce à elle. Chris avait 30 ans quand les magazines ont commencé à mettre son visage en couverture. Mais lui, la seule couverture qui l'intéressait vraiment, c'était le toit qu'il allait offrir à sa mère. La première chose qu'il a faite quand les premiers gros chèques sont arrivés, avant d'acheter quoi que ce soit pour lui, c'est qu'il a acheté une maison pour Diana. Une belle maison dans le quartier de l'Equifazin, avec un jardin, une cuisine grande et lumineuse, un salon où on pouvait inviter du monde, et une chambre pour Diana avec une salle de bain rien qu'à elle. La première salle de bain qu'elle n'ait jamais partagée avec personne dans sa vie. Le jour où il lui a remis les clés, Diana les a tenues dans ses mains longtemps sans rien dire. Et puis une image lui est revenue. L'image de ce petit appartement de Barriga. Le sol de ciment. La lampe de poche. Le tissu. Et une larme qui tombait en silence pendant que son fils de 7 ans faisait semblant de dormir. Elle a posé sa tête sur la poitrine de son fils, et elle a pleuré comme elle n'avait plus pleuré depuis des années. Des larmes qui n'étaient plus de douleur. Juste de l'amour. Juste du soulagement. Juste la certitude que chaque sacrifice avait valu quelque chose. Chris lui a dit doucement, en lui caressant le dos. « Maman, tu as porté toute cette vie sur tes épaules seule. Maintenant c'est fini. Je prends le reste. » Et Diana, pour la première fois depuis très longtemps, a laissé quelqu'un d'autre porter. Ce soir-là, dans sa nouvelle cuisine, elle a cuisiné un grand repas. Elle a invité Ngozi qui l'avait accueillie autrefois, Mama Chison qu'elle avait retrouvée, quelques amis du quartier. Elles ont mangé, ri, dansé un peu. Et Diana a souri sans effort, pour la première fois depuis si longtemps que ça lui faisait presque mal au visage. C'est à cette période que Junior est réapparu. Il avait entendu parler de Chris, comme tout le monde à Lagos avait entendu parler de lui. Au début, Junior regardait les articles avec un malaise vague qu'il ne voulait pas nommer. Puis un jour, quelqu'un lui avait dit en passant. « Tu sais que Chris de Luminatech, c'est le fils de cette femme que tu avais laissée là. Diana. Tu te souviens ?» Junior avait fait semblant de ne pas se souvenir. Mais la nuit, ça l'avait travaillé profondément. Les années n'avaient pas été tendres avec Junior. Les amis de jadis étaient partis, chacun dans sa direction. Le travail dans les transports ne l'avait mené nulle part. Il avait eu d'autres femmes, mais rien n'avait tenu. Il vivait seul dans un appartement à Oshodi, pas loin de là où tout avait commencé. Et en regardant le visage de Chris dans les journaux, il avait reconnu quelque chose. Ses yeux. Cet enfant avait les yeux de Junior. Il avait demandé à un cousin commun de passer un message à Diana. Que Junior voulait lui parler. Que Junior voulait s'excuser. Que Junior voulait, d'une façon ou d'une autre, faire partie de la vie de son fils. Diana avait reçu le message et n'avait rien répondu pendant plusieurs jours. Puis elle en avait parlé à Chris. Elle avait choisi le dimanche matin, après le petit déjeuner, quand ils étaient tous les deux dans le jardin. Elle lui avait dit, simplement et sans tremblement dans la voix, « Il y a quelqu'un qui cherche à te contacter. Ton père biologique. Il veut te rencontrer. » Chris avait regardé sa tasse de thé un moment. Puis il avait levé les yeux vers elle et il avait demandé, « C'est quoi que tu veux, toi maman ?» Elle avait dit, « Ce n'est pas mon choix à faire. C'est le tien. » Il avait réfléchi encore un moment. Puis il avait dit, « Arrange un rendez-vous. Je vais le voir. » La rencontre a eu lieu dans un restaurant calme de Victoria Island. Junior était arrivé en avance. Il portait sa meilleure chemise. Il avait les mains qui tremblaient légèrement. Quand Chris est entré dans le restaurant, grand, bien habillé, avec cette assurance tranquille que les gens qui ont construit quelque chose de leurs propres mains portent naturellement sur eux, Junior a senti quelque chose se retourner dans sa poitrine. Il s'est levé. Il a tendu la main. Chris l'a serré. Ils se sont assis. Il y a eu un silence. Et puis Junior a commencé à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit qu'il avait eu tort. Qu'il avait été lâche. Qu'il avait dit des choses en public qu'aucun homme digne ne devrait dire à une femme. Qu'il regrettait. Qu'il aimerait avoir la chance de connaître son fils. Qu'il savait que rien ne pouvait effacer ce qu'il avait fait, mais qu'il espérait un commencement. Chris l'avait écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. Quand Junior a eu fini, Chris a posé ses 2 mains à plat sur la table. Il a regardé cet homme en face. Et il lui a dit, avec un calme qui valait 1000 cris, « Mon père, c'est la femme qui était dans ce quartier avec un ventre de 8 mois que tu as humilié devant tout le monde, c'est elle mon père.
C'est elle qui s'est levée avant le soleil pendant des années. C'est elle qui a vendu ses bijoux pour payer mes études. C'est elle qui pleurait en silence dans le noir pendant que je faisais semblant de dormir. C'est elle qui a tout porté. Toi, tu étais où pendant tout ça? Junior n'a rien dit. Ses yeux étaient brillants. Chris a continué, je ne suis pas en colère contre toi. La colère, c'est un poids que je n'ai pas le temps de porter. Mais je ne peux pas t'offrir une place dans ma vie comme si rien ne s'était passé. Cette place-là, tu aurais dû la garder toi-même. Et tu l'as jetée. Il s'est levé. Il a laissé de l'argent sur la table pour les 2 consommations. Et il est parti. Junior est resté assis seul dans ce restaurant pendant très longtemps. Les serveurs changeaient de table autour de lui. La musique continuait. La vie continuait. Et lui restait là, avec le poids de tout ce qu'il avait raté, sans pouvoir bouger. Ce soir-là, il a compris quelque chose que personne ne peut apprendre dans un livre. Il a compris que certaines décisions ne se réparent pas. Qu'on peut regretter toute une vie ce qu'on a détruit en 1 minute. Qu'un enfant qu'on refuse un jour peut devenir l'homme le plus accompli de sa génération, et que ce succès-là ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun droit dessus. Vous n'y avez pas contribué. Vous n'avez planté aucune graine dans ce jardin. Vous ne pouvez pas venir en cueillir les fruits. Dienna, elle, n'a jamais cherché à se venger. Elle n'en avait pas besoin. La vie avait été juste à sa façon, dans sa propre façon silencieuse et implacable. Elle vivait dans sa belle maison, entourée de ceux qu'elle aimait. Chris venait la voir chaque dimanche. Il lui avait offert un voyage pour la première fois de sa vie, et elle avait regardé le monde depuis un hublot d'avion avec des yeux d'enfant en tenant la main de son fils. Elle riait facilement maintenant. Elle dormait bien la nuit. Et Junior dormait comment? Lui, on ne sait pas. Mais on imagine. La leçon de cette histoire n'est pas que les méchants finissent toujours par souffrir et les bons par triompher, parce que la vie n'est pas toujours aussi simple. La vraie leçon, c'est que ce que vous faites à quelqu'un dans un moment de lâcheté peut définir toute votre vie. Junior a choisi en quelques minutes d'humilier une femme enceinte devant un quartier entier. Et ces quelques minutes lui ont coûté 30 ans d'un fils. Un fils remarquable. Un fils qu'il ne pourra jamais vraiment appeler le sien, pas parce que la loi l'en empêche, mais parce que l'amour ne se commande pas. Et l'amour d'un enfant pour un parent, surtout, se bâtit dans les nuits sans sommeil, dans les chaussures usées, dans les repas sautés, dans les larmes qui tombent en silence sur un tissu pendant qu'un enfant de 7 ans vous regarde dans le noir et prend la décision de changer votre vie. Il ne se réclame pas le jour où l'enfant est devenu quelqu'un. Dienna n'avait rien eu sauf sa dignité et l'amour de son fils. Et avec ça seulement, elle avait tout. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Cette histoire vous a touché ou exactement? Est-ce que vous pensez que Chris a eu tort de ne pas pardonner à son père? Est-ce qu'il aurait dû lui donner une chance? Ou est-ce que la décision qu'il a prise ce jour-là dans ce restaurant était la seule possible? Écrivez-moi dans les commentaires. Je lis tout ce que vous écrivez et je réponds autant que je peux. Cette conversation ne finit pas avec la vidéo. Elle continue là en bas avec vous. Partagez aussi cette histoire à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que certaines histoires ne méritent pas de rester dans une seule paire d'oreilles.